Et ça fait toujours plaisir quand on reçoit quelque chose gratos. Et en plus que ce soit bon. Parce que si c'est pas bon, tu t'en fous, tu vois, t'as reçu quelque chose gratuit. Et c'est quoi le top 3 de ce que les gens commandent sur, tu vois? Burger, pizza, asiatique. Donc la pizza, Ah ouais. Ah oui, quand même. mais c'est très très concurrentiel. Si les gens n'ont pas faim en t'écoutant, je Voilà. ne sais pas ce qui se passe. Parce que là maintenant, je suis vraiment une dingue. On a un bloc. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le Salon. Aujourd'hui, on a Julie de Clone, un parcours incroyable, étudiante d'art et maintenant elle gère une énorme scale-up européenne. Elle commence comme CS, elle gère une énorme boîte. Elle va tout nous raconter comment tu gères une scale-up depuis la Belgique avec un siège en France. Surtout, elle va nous raconter quels sont les plats les plus achetés sur les apps Deliveroo, Uber Eats. Donc tu vas tout savoir sur la bouffe. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo, ça nous aide à fond quand tu le fais. Et laisse-nous une étoile sur les plateformes de podcast, ça nous aide à fond aussi. Yes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans le Salon. On est toujours avec Youssef, ça va Youssef? Ça va très bien, très très content. Ça va être un épisode de Non. dingue pour Non. la 100e Non. fois. Non. Mais c'est vrai, on a que des C'est bons vrai, invités. c'est vrai, mais non, arrête de le dire, mais c'est vrai, c'est vrai. On a que des bons Julien, invités, je peux rien que faire. tu sois là, bienvenue. Merci. Alors, t'es pas venue toute seule. Non, je suis pas venue toute seule. Je suis Comment venue- s'appelle ton associé? Topless, c'est un Topless. chien nu du Pérou, d'où le nom Topless, parce qu'elle est toute nue. Voilà, c'est ma magie Et là, elle est pour- déjà en train de bien se mettre dans Voilà, le elle se salon. sent bien, tout le monde est bien dans le salon. Ouais, exactement. Voilà. Pour une fois qu'on a un chien, ça fait plaisir parce que c'est pas n'importe lequel. Il y a, j'allais dire un fusil 4 mais ça, on peut pas dire ça, j'ai mis pour les chiens non plus. Je veux dire, j'aime bien le style, quoi. Il y a un style qui est incroyable, incroyable. Bienvenue. Ici, on voulait vraiment t'avoir dans le salon. Parce que c'est une start-up qu'on connaît pas beaucoup encore, qui arrive ici et sans doute qu'on la connaît pas le nom, mais par contre, les gens qui regardent ont déjà sans doute eu un produit dans ses mains. J'espère. Ouais. Ça s'appelle Clone. Oui. Je l'ai très mal pitché en bas quand je fais rentrer deux. Si je voulais faire un truc sympa, je me suis planté. Bref, c'était une catastrophe. Ouais. Je vais te laisser pitcher toi, ce que tu avais très bien fait, j'avoue. Tu peux me dire D'accord. c'est quoi Clone? En fait, Clone, on génère des marques virtuelles pour des restaurants qui reçoivent des clients directement chez eux, qui peuvent faire plus de volume directement dans leur cuisine en mutualisant le staff et la cuisine. Et nous, on vient leur apporter des marques clés en main qui ont été faites spécialement pour la livraison sur les plateformes de livraison. Donc, j'espère que vous avez déjà commandé à JFK, Orgasmeet, Walida, 6am. Enfin, je peux vous pitcher les 30 marques, on va s'arrêter là. Yes. Mais du coup, c'est Clone qui est derrière ça grâce aux restaurateurs qui opèrent nos marques directement dans leur cuisine avec leur staff. Incroyable. C'est un projet qui est né en France. Oui, c'est un projet qui est né en France il y a 3 ans par Clément Benoît et Alexandra Gaille. Ils ont décidé de monter ça ensemble. Ils avaient déjà monté d'autres boîtes, Stuart, ensemble. Leur chemin s'était séparé à un moment donné. L'un est parti aux États-Unis à monter Fit House, l'autre est resté sur Paris et a ouvert un restaurant qui est une de nos marques virtuelles maintenant, pas en Belgique mais en France, Como Kitchen. Et du coup, avec le Covid, ils se sont retrouvés vers le milieu de la restauration qui n'était pas quelque chose de nouveau pour Clément Benoît, qui avait monté Resto-In, qui était un des premiers acteurs de la food delivery en Belgique et aussi en France. Et pardon. Ça s'est pas toujours, je voulais juste, ça s'est pas toujours appelé Clone. Effectivement. Ça s'appelait Not So Dark. Ça Pourquoi s'appelait Not So Dark et j'avoue que moi j'aimais bien ce nom-là. Pareil. Et quand je disais à mes potes je travaillais chez Not So Dark, c'était un truc un peu underground. Des Ouais, gens ils ouais. se demandaient Club dans quoi j'étais Club tombée. berlinois. Ouais, Tu vois, mais carrément. ouais. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à dire clone. J'avais toujours envie de dire Not So Dark. Donc en fait, d'avoir quelque chose de négatif dans un nom de société, de s'appeler Not quelque chose, c'est pas très positif. Et en plus de ça, c'est vrai que ça amenait peut-être à confusion par rapport au modèle de Dark Kitchen. Où nous, on n'est pas du tout sur ce modèle de Dark Kitchen. On travaille avec des restaurants qui, eux, sont des restaurants classiques qui reçoivent des clients directement dans leur salle. Et on voulait travailler avec eux et leur apporter des marques virtuelles en plus et pas leur faire concurrence en créant des Dark Kitchen qui allaient peut-être prendre une part du gâteau en fait sur le marché de la livraison. Quand je t'ai rencontré, j'ai fait l'association. Tu me diras si je me suis planté ou pas, mais pour les gens qui regardent, si vous suivez MrBeast sur YouTube, il a pu lancer son MrBeast Burger partout aux États-Unis en une semaine parce que sur un procédé similaire, il avait des restaurants qui faisaient sa recette de burger et qui livraient quoi. Voilà, donc en fait c'est un petit peu comme Airbnb, ils n'ont pas directement de maison, d'appartement à eux, ça les empêche pas d'être un acteur hyper important, c'est pas le plus important dans la location pour les vacances c'est comme Uber aussi les taxis, ils n'ont pas besoin d'être propriétaires de voitures pour proposer des courses. Donc Yes. nous on n'est pas propriétaire de cuisine mais on propose des plats. Yes. Donc concrètement, ça marche.
Vas-y, Concrètement, ça marche comment? Tu vas chez le restaurateur, il a de la place, on va dire, ils sont pas full-time, ils ont 70% de leur espace ou leur temps, on va dire de leurs ressources qui sont prises avec leur commande. Et vous venez, vous comblez ça avec vos recettes, avec Voilà, vos marques. donc nous, déjà, on sélectionne des restaurateurs qui ont déjà un certain niveau de qualité. Donc le but, on ne se prétend pas du tout comme sauveur de la restauration. La restauration, elle a beaucoup souffert avec différents événements qu'il y a pu avoir. On n'est pas là pour les sauver. On est là pour aller vraiment chez des partenaires qui, eux, ont déjà des opérations qui se passent très bien, qui peuvent payer leurs coûts fixes complètement et bien sûr avoir des bénéfices pour eux sur le restaurant, mais qui pourraient faire plus. Parce qu'en fait, on n'est jamais tous à 100% non-stop dans un restaurant. Il y a toujours des moments où on a la possibilité de sortir plus. On a certaines places assises qui sont disponibles dans un restaurant. Maintenant, on ne peut pas commencer à pousser les murs, malgré que la cuisine, elle peut faire plus. On a des restaurants qui ont parfois de très très bons plats à manger sur place. Et en livraison, ce n'est pas vraiment le produit qui va attirer les consommateurs. Donc, ça ne va pas être le produit super sexy qui va donner... Enfin, je ne sais pas si vous commandez souvent des vols au vent, mais je ne crois pas que c'est le produit sexy. Donc, quand on se dit, putain, ce soir, je vais manger un vol au vent. Là, nous, on propose des choses qui ont été étudiées pour la livraison. Du smash burger, du poulet frit, c'est comfort food que les gens souhaitent. Et nous, en leur rapportant ça, ils ont déjà le staff, la qualité, la rapidité opérationnelle. Ils ont toute l'expertise de la restauration. Nous, on leur apporte ces marques clés en main qui vont avoir facile à opérer. On parle d'une commande qui leur prend 8 minutes à préparer. Donc là, ça leur facilite grandement la vie et ça leur permet aussi de vraiment suivre une recette de A à Z et de sortir rapidement quelque chose qui plaît au client. Quand toi tu viens, t'es un acteur qui vient après Deliveroo, Boris et tout ça. Non. Je veux dire, non, dans le timing, je veux dire. On a d'abord tous connu, en tout cas alors en Belgique, on a tous connu Boris en timing. Ok, je pensais dans le processus. J'allais pas mettre au numéro 2, non, j'allais pas refaire non, j'ai dit entre le restaurateur, mais ok, vas-y. Donc on a tous connu Boris Deliveroo qui arrive d'abord, Take It Easy chez nous à l'époque, au début. Resto-in, c'était. Resto-in, pardon. Tout le monde Personne ne connaissait, mais c'était 10 € la livraison. Enfin voilà, mais tout le monde a préféré oublier. Et donc on commandait là, c'était fou. Et puis est arrivé une espèce de débat fort, de tension entre restaurateurs et Deliveroo, tu prends trop de marge, pas assez et tout. Vous arrivez après tout ce débat-là. Comment vous avez quels arguments, quelles solutions vous avez trouvées pour ne pas vous retrouver très vite dans une situation comme Deliveroo, qui a plein de restaurateurs clients, et plein de restaurants qui ne veulent pas travailler avec, qui trouvent que c'est des marges trop importantes et tout. Comment vous avez fait pour vous positionner quand ce débat était déjà existant, quoi? Après, moi, j'ai travaillé pendant 6 ans chez takeaway.com. Okay. Donc, du coup, c'est vrai que cette objection que tu me signales, je pourrais déjà juste très facilement la casser. Balance. Balance? Ok. Ouais, vas-y. D'accord, t'es quoi comme type de restaurant déjà? Qu'est-ce que moi je suis comme type de restaurant? Qu'est-ce que je mange? Non, si on fait une simulation, dis-moi quel type de restaurant tu es? Ouais, je sais pas moi, comme ça. Tout une brasserie, je peux dire une brasserie? Non, ça marche pas ça. Une pizzeria, on va prendre. Pizzeria. Okay. Donc on est d'accord que là, tu fais des pizzas pour tes places assises. Yes. Tu fais des pizzas peut-être en pick-up. Maintenant, tu vois quand même l'intérêt de la livraison parce que tu veux faire plus de volume. Tu as peut-être essayé de faire des livraisons tout seul sans passer par des plateformes. Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Yes. Non, j'imagine. Ah, ça dépend. Je demande de l'honnêteté toujours. Ah non, via les plateformes, oui. Via les plateformes. Ça marche mieux quand je fais tout seul, quoi, c'est ça. Est-ce que ça marche mieux quand tu es tout seul, quand tu n'as pas la visibilité Voilà, parce que le client, en fait, quand lui souhaite se faire livrer, déjà, il a envie de voir du choix. Il va ouvrir sa plateforme de livraison et va commencer à scroller pour trouver quelque chose dessus. Que toi, tu ne sois pas sur une plateforme de livraison, tu as un manque à gagner. Parce que tu n'es pas visible et ils vont choisir quelqu'un d'autre, peut-être ton concurrent qui est juste au coin de la rue, vu que tu n'es pas là. Donc nous, ce qu'on te propose, c'est quoi qu'il en soit, tes coûts fixes, ils sont déjà payés parce que toi, tu es occupé de faire dans ton restaurant avec les personnes qui viennent prendre du pick-up et qui viennent manger sur place. De faire 20 pizzas supplémentaires par jour, tu ne dois pas engager quelqu'un en plus. Yes. Donc finalement, prendre 30% de commission, ça te fait 70% de volume supplémentaire que tu ne ferais pas si tu n'étais pas sur les plateformes de livraison. Ok. Cette question-là, elle est alors réglée. mais comment tu sens alors? Pourquoi quand même les gens râlent et tout Parce qu'en fait, je pense que y a une trend qui est arrivée sur la livraison que beaucoup de restaurateurs n'avaient pas forcément anticipé, n'étaient pas forcément prêts à la digitalisation,
il y a beaucoup de restaurants, et c'est tout à leur honneur, qui se disent, moi, mon plat que je fais, il faut le manger chez moi. Oui. Parce que je maîtrise le dressage, Oui. je maîtrise le temps d'attente. Si j'ai un coup de rush, je vais offrir un petit apéro à la table, Oui. je vais m'excuser. Et en livraison, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas la maîtrise comme on a dans un restaurant. Oui. Donc je pense que ce n'est pas tant la commission qui posait un souci aux restaurateurs, c'était surtout la digitalisation et de commencer à accepter de perdre un peu de contrôle sur le plat qui était déposé chez le client parce que ce n'était pas eux qui le déposaient sur la table. Ok. Maintenant, le consommateur, il a accepté de faire un compromis sur la température parce qu'il sait que voilà, si on livre pendant 15 minutes, tu vas pas avoir le truc super chaud comme s'il sortait de la cuisine. Que oui, quand tu le mets dans un packaging, c'est moins beau que quand tu fais un dressage sur une assiette et que la texture, ça va peut-être continuer à cuire en fait dans la boîte. Des pâtes, quand elles sont al dente, que tu les déposes dans un packaging, faut pas s'attendre à ce que tu les reçoives al dente. Un steak saignant, tu vas peut-être le recevoir limite à point parce que la cuisson, elle continue. Donc, je pense que c'était aussi le fait de lâcher un petit peu prise sur la maîtrise de la qualité quand tu déposes sur une assiette. Nous, on est arrivé dans une trend où la digitalisation s'est déjà imposée aux restaurateurs. Okay. Donc, ils ont déjà accepté cette digitalisation parce qu'ils étaient obligés d'y passer. Ouais, la révolution est déjà... Ça a déjà été fait. Et malheureusement, merci au Covid, c'est horrible de dire ça, mais ils ont été obligés de passer parce que sinon, ils avaient leur restaurant était fermé. Donc, je travaillais chez Takeaway pendant le Covid et c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de demandes entrantes que ce qu'il n'était possible de mettre en ligne au niveau international. Parce que je m'occupais d'une partie de l'Europe et d'Israël. Et du coup, c'est vrai que les sales, ils n'ont jamais eu autant de travail, mais sans devoir aller chasser. Donc, tous ces partenaires-là ont déjà compris l'intérêt des plateformes de livraison. Et je pense que c'est vrai qu'effectivement, ça fait mal à la fierté de se dire « je travaille, je donne 30% à des plateformes de livraison ». Mais après, c'est 70% qui reçoivent. Et nous, on se positionne en disant que on doit payer ces 30% en plateforme de livraison, on doit prendre une partie pour nous et on doit payer le restaurateur. Donc c'est peut-être encore une step au-dessus, un petit peu plus compliqué, mais on arrive avec des gens qui veulent faire plus, qui sont motivés et qui nous font confiance. Canon, si on revient un peu sur l'utilisation de la création de marques, raconte-nous un peu comment on crée une marque. Écoute, j'en ai pas créé moi-même une. J'ai aidé au développement de deux marques locales que vous allez bientôt avoir, j'allais dire dans vos assiettes, mais du coup dans le packaging qui va arriver via les plateformes de livraison. Donc la création de marques, elle se fait surtout complètement par mes collègues qui sont situés à Paris et à Lyon. Et en fait, c'était foodie, les gens. Donc, ils regardent un petit peu partout dans le monde quelles sont les nouvelles trends sur la food. On a beaucoup d'inspiration qui vient des States. Ils font des projets sur tout type de cuisine que tu peux imaginer. Ils y ont pensé. Genre, cherche même pas, ils y ont vraiment pensé. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils créent énormément de marques. Je pense que le mois passé, ils ont créé 10 marques. Ça va extrêmement vite. C'est extrêmement efficace parce que tout est fait in-house. Donc, on a l'équipe qui va créer les logos, qui va shooter les photos. Moi, en plus, pour les marques locales, donc c'est pour Capsalon et pour des mitraillettes, je leur ai envoyé des photos parce que trouver des belles photos de Capsalon, honnêtement, pas évident. Très compliqué. Donc, eux, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Donc, essaye d'expliquer ce que c'est un Capsalon. Et j'ai envoyé des photos, mais c'était très dur pour moi d'en trouver des jolies. Et je leur ai envoyé des trucs en suspension. On voit vraiment les layers qui limite tombent dans le bol. Et puis, j'ai eu les photos backstage qui montraient. Et ils m'ont dit, on va y arriver. Je fais, yes, c'est génial. Effectivement, ils y sont arrivés. C'était très, très bien. Et une très belle adaptation à des gens qui créent ces marques-là, qui ne sont pas du marché directement belge et qui me parlent de Mexicano, de Bitterball et trucs comme ça. Et j'étais là, ok, curry ketchup, des choses qu'ils n'ont pas en fait. Mais vraiment une belle recherche. Ils n'hésitent pas à se déplacer, à goûter, à faire un benchmark pour les prix, etc. Donc, voilà. Vous regardez toutes les tendances. J'imagine qu'on scrape des données qu'on récupère de quoi? De Uber Eats, parce qu'il n'y a pas d'API. J'imagine que tu ne peux pas te connecter à Uber Eats, à Deliveroo pour connaître les commandes. Non. Il y a une techno en interne pour regarder un peu ce qui, tu vois, les consommations, trucs comme ça. J'avoue que j'ai pas été plus que ça demander exactement où ils allaient faire leurs extracts pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait pas. Après,
honnêtement, je pense qu'à partir d'un moment où on est déjà extrêmement connecté à la food, où on commande énormément, on sait très facilement faire une tendance de ce qui va plaire directement. C'est vraiment de voir déjà ce qu'on trouve sur les plateformes de livraison, quel est le menu de ces restaurants, qui sont les mieux cotés, avec le plus de reviews. C'est pas juste la cotation, mais c'est aussi le nombre de personnes qui ont mis une review qui a une énorme importance. Donc, sur base de ça, on arrive déjà à savoir quelles sont les tendances. Il y a des marchés qui sont extrêmement concurrentiels. Le marché de la pizza, c'est très très difficile parce qu'il y a déjà, les gens ont leurs habitudes et je pense surtout en Belgique. Oui, on a beaucoup d'habitudes. Genre la pizzeria chez qui tu commandes tout le temps, est-ce que tu commandes tout le temps là ou est-ce que tu dis je vais tester un autre? Non, j'avoue qu'on regardait ce réflexe de... Parce que tu sais ce que c'est, tu sais que tu vas pas être déçu. Maintenant, si tu es déçu, tu vas peut-être tester autre chose. Mais quand le marché de la pizza est très très compliqué, on a une marque de pizza qui s'appelle Notolino et c'est vrai que c'est pas évident. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de bug-off, buy one, get one free. Et à ce moment-là, on va justement attirer les gens à tester nos marques. Oui, parce que maintenant, on est dans un marché où on est obligé de faire de la réduction. On a un peu le groupe pour la delivery, mais on est dans cette trend-là où pour avoir vraiment le brand awareness, on est obligé de faire des réductions et en plus, ça les pousse à mettre des commentaires et ça fait toujours plaisir quand on reçoit quelque chose gratos et en plus que ce soit bon. Évidemment. Parce que c'est pas bon, tu t'en fous, tu vois, tu as reçu quelque chose gratuit. Et quand tu crées 10 marques comme ça, donc c'est le mois passé on a créé 10 marques, combien reste à la fin de l'année? J'imagine que ça doit bouger à fond parce que tu sais des tests. Non. Moi, après, attention, je suis chez Clone depuis décembre 2022. Après, on a des marques historiques qui sont... j'adore historique pour une société qui a 3 ans, tu vois. La tradition chez nous. Mais après, dans la food, quand même, 3 ans, c'est pas mal. Tu vois. Mais non, on n'a pas de turnover de marques. Elles ont toutes continué. Il n'y en a aucune qui a été kill. Ça, c'est bien parce qu'on donne... c'est bien étudié, on choisit les bons partenaires, des gens qui soient motivés, on fait beaucoup de check-up qualité, donc on mange pas mal. Ça, c'est aussi bien de le savoir. Donc, on n'a pas eu de marque qui a été killée. Maintenant, on ne met pas toutes les marques sur la Belgique. Il y a des choses qu'on décide de ne pas mettre. D'accord. Pour l'investissement, pour le travail, tout ça. Parce que on va développer aussi pour les Pays-Bas, j'espère. Peut-être que je fais encore passer un message, mais une marque de food du Suriname. Du coup, pour la Belgique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pour la France, ils ne savaient même pas que le Suriname existait. Donc, du coup, juste voilà, ils ont dit quoi? Et par exemple, une marque française qui débarque pas ici, c'est quoi par exemple? On a Végédal, qu'on n'a pas ici. C'est une marque de fast-food, de burgers végétariens. On l'a pas ici. Et parce que le Belge est trop carnivore, parce qu'il y a déjà une offre qui est... C'est vrai que le Belge est extrêmement carnivore. On a une communauté végétarienne et aussi végane, mais on a beaucoup aussi de restaurants qui ont des alternatives végétariennes. Et pour une famille, c'est mieux d'avoir quelque chose qui propose vraiment autant des options végétariennes, mais aussi de viande. Donc là, peut-être qu'on va le tester par la suite. Je dis pas non, mais là, comme on vient de vraiment se lancer sur le marché belge, on veut d'abord prendre le best-of. Et si on est avec la mitraillette, tu vas voir la une de l'écho qui va s'ouvrir là-dessus. Ça va être, on attend ça depuis longtemps, ça va être quelque chose. Écoute, on a signé le premier hier et ça se situe justement à Anderlecht. J'ai pensé à toi. On va le tester. Si c'est pas un signe, ça honnêtement, je vais, quand il va être mis en ligne, je vais vous envoyer une belle commande de Fries Bomb. Ça c'est beau. Laisse tomber. Et j'attends ton avis. Mais attends, moi je te dis direct, c'est ton meilleur commentaire. Non, alors je ferai le premier commentaire sympa parce que ça se lance. Et après, vu que j'ai mangé dans ma vie, ça se voit, 4000 mitraillettes, j'aurai à la 4e utilisation un commentaire d'expert qui dira très bien. Tu vas avoir un petit tag, tu vas expert. Si on veut commander justement, ça se passe comment? C'est via. J'ai envie de commander Walida par exemple ou... Tu peux prendre ton téléphone, ouvrir une application, soit Uber ou Deliveroo pour l'instant, avec lesquels on travaille. On finalise le partenariat avec Takeaway. Logiquement, j'espère qu'on sera en ligne avec eux d'ici le 1er juin. Trop bien. Et comment tu dis, par exemple, tu vois, on va lancer une marque de burger. Il y en a déjà 60 000. Tu vois, comment tu te dis, le burger, il y a toujours de la place? Oui.
Oui. Oui, oui. Et honnêtement, je dois raconter aussi une petite anecdote. Donc, j'ai été débauchée sur LinkedIn pour travailler chez Clone. Et du coup, j'ai accepté. En fait, moi, je me suis lancée un petit peu la tête de la première dedans. Je me suis lancée dedans avant même d'avoir essayé un seul produit. Je vais à Paris pour mon onboarding. Et là, ils commandent et je me dis, s'il te plaît, dis-moi que c'est bon. Parce que si j'ai bougé de job pour quelque chose qui est dégueulasse, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je ne pourrais pas motiver des gens à prendre une marque qui n'est pas bonne. Donc, premier mort dans le burger, je me dis, c'est bon, tranquille, c'est bien. Donc, non, il y a toujours de la place, peu importe quel type de food, à partir du moment où c'est qualitatif. Je pense qu'on a la possibilité de se faire une très très bonne place. Moi, mon aspiration, c'est que Clone soit numéro 1 sur les plateformes de livraison, au-dessus de McDo, au-dessus de Burger King. Ça, c'est vraiment mon aspiration. C'est avec toutes nos marques qu'on arrive à générer beaucoup plus déjà plus de volume, beaucoup plus, tu vois, là, step au-dessus, mais plus de volume que les gros acteurs de la food maintenant. On est situé où pour l'instant en termes de volume? On est situé à 500 000 euros de chiffre d'affaires mensuel pour la Belgique. Ok. Et l'objectif, on va dire, d'ici 1 an? D'ici fin de l'année, j'aimerais bien qu'on atteigne le million. Propre, un peu d'ambition ici, mais oui. Ouais. Et tu sais nous dire un peu, toi, justement, tu dis la pizza c'est compliqué, c'est quoi le top 3 de ce que les gens commandent sur, tu vois? Burger, pizza, asiatique. Donc la pizza... Ah oui. Mais c'est très très concurrentiel. De vous faire bouger. Il y a beaucoup d'acteurs dans la pizza, beaucoup plus que le burger d'ailleurs. Ouais. Et moi qui suis un gros flemmard, j'adore évidemment la livraison de repas, donc je vais vraiment pas critiquer le truc et tout, mais ce qu'on peut lire, ce que tu peux entendre, et si tu fais le truc ici, tu vas à Paris, tu le refais, il y aura plus de choix à Paris, mais que ça uniformise un peu, tu vois, la nourriture mondiale. En effet, un steak frites, ça va très difficilement dans un truc de livraison, un vol au vent aussi, tu le disais, il y a des plats qui sont pas faits pour. Voilà, c'est quoi un peu toi ton avis là-dessus, quoi? Moi, c'est vrai que mes parents ont une friterie pendant plus de 30 ans. Mon oncle... Julie, t'es vraiment incroyable. Je suis une fille de la frite, tu vois. Donc, attends, d'abord, comment s'appelait cette friterie? Où elle était? Remettons un peu. Elle s'appelait la friterie d'Eli, à côté des Forges des Clabec. Incroyable. Ouais. Donc voilà, une baraque à frites, vraie baraque à frites. À l'ancienne. À l'ancienne, donc j'ai pris des pommes de terre, j'ai aussi retiré les œufs, tu vois les petites parties des œufs, retiré à la main. Enfin, c'était vraiment les frites fraîches. Donc voilà, moi j'ai grandi, on va dire dans le milieu de la restauration, même si là c'était du snack. Mais mon oncle avait aussi un très grand restaurant à Nivelles, les Béliers, pour ceux qui sont peut-être de la région. Maintenant, il a pris sa retraite, mais c'est vrai que j'ai travaillé aussi au bar, principalement pour des événements, etc. Mais c'est vrai que mes parents m'ont toujours appris à aller au restaurant. On partait pas en vacances parce que sinon ça voulait dire fermer le commerce. Mais on faisait, par exemple, un été où on s'est fait plusieurs restaurants étoilés et j'étais enfant. Et du coup, c'est vrai que... je suis là, moi, c'est quoi cette histoire? Mais oui, vas-y. Donc voilà, j'ai été élevée à la bonne nourriture. Enfin, à 6 ans, je mangeais des rognons, tu vois. Donc mes parents m'ont fait vraiment goûter de tout. Je pouvais déjà tremper mes lèvres dans le vin, juste les lèvres pour tremper, pour juste goûter un petit peu. Donc c'est vrai que moi, je suis très très jaloux. La bonne nourriture, etc. Et du coup, le concept de la livraison, en plus, j'habite pas dans Bruxelles directement. J'ai pas été éduquée à la livraison. Ça ne m'avait pas semblé être une évidence. Mais en fait, maintenant, déjà, je travaille tellement que je cuisine pas et que du coup je me fais livrer parfois au bureau et je me fais livrer aussi pour le soir que je reprends chez moi. Je sais, c'est mal. Mais quand tu joues au micro-ondes des trucs après chez toi? Non, je peux le manger froid. Qu'est-ce qui passe le mieux? Parce que ça, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui passe le mieux quand c'est froid ou quand tu vois le... Moi, je suis fan des bobounes. Donc j'aime bien les bobounes. Après, je dirais un Pokéball, c'est déjà froid. Voilà. Tu vois, donc on part dans quelque chose de safe. Après, il y a des trucs que je réchauffe, genre on a une marque indienne Bollywood, ben là je vais réchauffer, enfin ça passe bien. Je suis pas là pour raconter ma vie, mais j'ai des souvenirs et je suis encore jaloux de ce garçon. J'étais chez Louveteau. Il y avait un louveteau qui, à dimanche midi, tout le monde sur son pique-nique, tu vois, tout cramé, il n'y a rien de bien. Lui sur un Giant, du Quick, froid, ce qui vraiment, en termes de parents, tu devrais être en prison. Mais on était jaloux, il est le truc... moi j'ai une anecdote comme ça où mes parents, ils avaient, donc c'était pour Noël, ils avaient commandé tellement de nourriture. Et du coup, j'étais à l'école, en primaire, avec des tartines au foie gras.
Donc, c'était pas super bien passé auprès des profs, parce qu'ils trouvaient ça un petit peu extrême, mais vaut mieux ça que jeter, enfin, tu vois. Donc, donc voilà. Mais donc pour revenir, pardon, au micro, désolé Julien, on j'arrive plus à dire, on uniformise pas trop, on n'arrive pas sur une consommation comme ça avec... Non, je pense pas. On uniformise bien évidemment les mêmes marques parce que ça suit les mêmes recettes, le même produit, le même savoir-faire. Mais après, la preuve étant qu'on a un portefeuille de plus de 30 marques, on est à 40 marques là maintenant. Je crois pas qu'on peut parler d'uniformité à partir du moment où tu pars sur toutes les verticales de la food et la food est extrêmement diverse, donc le consommateur peut pas s'embêter avec quelque chose de trop similaire et surtout pas dans la nourriture. S'il y a bien avec quelque chose où on doit prendre du plaisir et pas s'emmerder, c'est avec la bouffe quoi. Je peux me demander une question après, je me tais, mais j'ai envie de poser une question là-dessus. Tu peux nous dire ta marque préférée de Clone et un restaurant qu'on devrait commander qui n'est pas chez Clone mais qui trouve que qui fait des bons burgers, des bonnes pizzas, bon n'importe quoi. Chez Clone, ta marque coup de cœur, quoi, c'est quoi? C'est difficile. Celle du moment, parce que je change assez régulièrement, je dirais que c'est Fat Smash. Donc c'est le dernier bébé des Smash Burger, mais il y a une sauce spicy barbecue qui est super bonne, et alors on peut rajouter les toppings qu'on veut, et avec des petits jalapenos, ça passe super bien. Donc ça, c'est pour moi, c'est ma préférée maintenant. J'aime bien commander Shusando. Okay. Donc ça, c'est genre de sandwich, je pense que c'est japonais. Ils font du pain toasté et à l'intérieur, on retrouve des petites lamelles d'avocat, des petites crevettes tempura, tout est petit, une petite mayonnaise wasabi et j'aime bien leur sandwich en fait. Si les gens n'ont pas faim en t'écoutant, je ne sais pas ce qui se passe parce que là maintenant, je suis vraiment une dingue. On a un vlog. Le petit jalapeno et tout. Excuse-moi, vas-y. Hein. Non, justement, je voulais savoir, en fait, par rapport à l'uniformisation, moi, c'est pour une autre question, par rapport à l'aspect, donc, par exemple, on prend une pizza, vous faites des partenariats avec des restaurants, est-ce que vous choisissez une pizzeria sur Bruxelles ou il y en a 10, par exemple? En fait, pour toutes nos marques, on ne choisit pas de partenaires, par exemple, qui vont se faire concurrence avec la même marque. Donc, ils ont un périmètre d'exclusivité. Donc on leur donne l'utilisation complète de cette marque-là sur tout un périmètre. Pourquoi? Parce que pour nous, de rajouter un deuxième restaurateur avec exactement la même marque dans le périmètre de livraison, ce serait déjà de 1, pour nous, ça ne changerait rien parce qu'en fait, on ferait le même volume de commandes. Ça n'aurait aucun intérêt et on aurait 2 intervenants qu'il faudrait suivre pour exactement le même volume de commandes, le même chiffre d'affaires. Donc, nous, on préfère que tout le gâteau aille à un restaurateur. Par contre, on va avoir plusieurs restaurateurs dans la même zone qui vont opérer des marques différentes. D'accord. Ça, c'est cool. Justement, et pour uniformiser un peu la qualité de la marque, c'est un peu le système de franchise, c'est-à-dire que tout va être bien réglo à ce niveau-là. Est-ce que vous livrez aussi tout ce qui est... les produits, ils viennent de chez vous. Est-ce que vous leur laissez un certain contrôle? En fait, on a 2 types de business. On a un type de business où nous, on s'occupe de sourcer les ingrédients. On va bien sûr les sélectionner. Ça va être les mêmes ingrédients, la même viande, le même pain, les mêmes sauces pour tous nos burgers qu'on a nous-mêmes sélectionnés et qui sont livrés directement chez les restaurateurs. On a ça avec différentes marques. Puis on a une autre marque qu'on appelle Light, où là on s'est dit, tu peux, par exemple, Walida, tu peux commencer à sourcer de la semoule, etc. Mais le savoir-faire, c'est pas une préparation en 8 minutes pour pouvoir préparer un couscous. Tu as une mise en place qui doit être faite déjà bien à l'avance. Enfin, on m'a expliqué un petit peu comment on faisait avec la semoule, etc. Le temps que ça prenait de faire passer entre les doigts. Enfin, voilà, on a essayé de m'expliquer. J'ai dit, je cuisinais pas. Je mange, je cuisine pas. Du coup, tu peux pas former, par exemple, un étudiant pour commencer à faire un couscous. Donc, on va aller vraiment chez les spécialistes qui font du couscous depuis 20, 30 ans.
D'ailleurs, on fonctionne avec des restaurateurs avec qui on teste les produits. Donc, on va goûter déjà avant. On va voir si ça ressemble aux produits que nous, on a décidé de vendre via notre marque Walida. Et si il y a quelques petits ajustements à faire, mais quand je parle de petits ajustements, c'est plus sur la quantité. Donc, on va peut-être faire un rapport semoule, protéines ou légumes, bouillon, qui va être remis un petit peu à jour. Mais sinon, le goût du bouillon doit être similaire pour qu'on puisse goûter un Walida d'un côté et un Walida de l'autre, et que ce soit la même chose. Oui. Justement, je pensais à tout ce qui est couscous et pizza, que je connais un peu plus. C'est vrai que tu as l'impression que c'est chaque fois unique, qu'il faut quand même enfin, le défi d'uniformiser par rapport à un restaurateur qui, lui, a ce savoir-faire et se sent unique. C'est vrai que ce défi-là est difficile à relever. C'est pas évident parce qu'en fait, nous, on a un cahier des charges en fait, qui va vraiment expliquer, notre pizza margarita, quel est le poids de la pâte, c'est des pizzas napolitaines. Donc, nous, on va targeter vraiment des pizzerias qui font des pizzas napolitaines. On va pas jusqu'au point de ne chercher que des gens qui font des pizzas au feu de bois parce que maintenant, on fait, il y a la possibilité d'avoir aussi de très bonnes pizzas qui ne sont pas faites au feu de bois, qui vont vraiment je vais pas dire copier la même cuisson, mais voilà, on va aller trouver celui qui fait une pâte fine. En plus, je suis super difficile pour les pizzas, donc du coup, les sales, quand ils vont chasser des restaurateurs, qui vont les pitcher, avant même, ils doivent faire valider les restaurants via soit le team leader ou s'ils ont un petit différent, je vais trancher, mais c'est important qu'on arrive à trouver ces uniformisation et on va aider le partenaire en lui donnant un cahier des charges avec le grammage qu'on attend, mais les produits, il les a déjà, le savoir-faire, il l'a, donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à répliquer nos marques. Il va arriver, mais il n'y a jamais de question de quelqu'un qui dit, mais écoute, moi je suis un artisan, je fais mon sauce depuis 30 ans, si tu ne vas pas m'apprendre avec... Ah, mais on n'apprend rien. On leur dit, nous, on n'est pas là pour vous apprendre. Oui. Si on vous a sélectionné, c'est parce que déjà... Vous savez faire le truc. Oui, voilà. On veut pas... on veut que ce soit facile pour le restaurateur. Sa mise en place, elle est déjà faite. Il a déjà tout préparé pour qu'il puisse opérer ces plats-là. Donc, nous, on va chez des gens qui veulent en tirer le plus possible avec une marque supplémentaire visible sur les plateformes. Donc, je ne suis pas là pour leur dire de changer quelque chose. Si la première fois, j'ai dû faire une remarque négative à un partenaire, je me sentais trop mal par rapport à, je pense que c'était sa kefta qui était sèche. Et du coup, j'arrivais pas trop à dire, parce que moi, je suis le genre, au restaurant, si j'aime pas, je dis rien. Je reviens juste pas. Ah non. Moi, je suis ce genre-là. Donc, on va me dire, tout va bien, je vais faire oui, puis je vais me dire, je reviens pas. Ah oui, alors ça, moi, je me suis déjà fait engueuler. Je crois que j'ai déjà raconté dans une émission par Adrien de Cowboy. On mangeait ensemble au resto, et moi, je sais pas. Alors, évidemment... Je reste respectueux parce que c'est un travail et tout, mais j'arrive pas à ne pas le dire. Tu dois le dire. Ah ouais. Ah non, moi non. Et lui, il était gêné de mon comportement. Il disait mais non, mais qu'est-ce que tu peux pas dire et on s'était engueulé au truc parce que je disais mais si, on argumentait et tout, mais il faut le dire, ça va pas du tout. Et par exemple moi, un truc que je comprends jamais, une expérience se passe mal et j'ouvre un restaurant maintenant, donc je vais comprendre ce qui se passe de l'autre côté et je lui dis mais c'est quoi ces clients chiants qui nous Alors, quand il y a un truc ça se passe mal et je dis et que la personne a l'air d'accord en face, je comprends jamais qu'après on dise pas rien du tout, le café c'est pour moi, un petit biscuit c'est pour moi, un symbolique quoi. Mais je comprends pas que t'es là pour que moi je peux râler ce que tu veux, tu m'offres une eau pétillante à la fin, je vais être content. Moi je vais me dire ok, on s'est compris, je demande pas un truc de dingue, je vais pas payer les desserts, je paye mon addition, tout le monde doit gagner sa vie, mais je comprends jamais que les gens n'aient pas là-dedans. Mais je connais pas du tout le métier évidemment, je suis toujours du côté client. Ah non, mais voilà, ma maman, elle me met tout le temps la honte, tu vois. Elle est comme toi, mais genre une fois, elle a sorti un gars, je dirais pas le nom du restaurant, elle a dit, il demande si ça va bien, elle dit non, les frites étaient dégueulasses, mais quand elle a sorti ça... non. Alors par contre, il a offert les frites. Ça c'est beau. Ouais, il les a et pas puis comptées. elle peut le dire parce qu'elle est experte, tu vois, frites, ça a été... Ouais, voilà, ouais. Mais moi, je savais plus où me mettre, tu vois. Donc c'est peut-être parce que j'ai été traumatisée par elle, mais je suis pas du genre à dire un commentaire. Mais quand j'ai dû dire à un restaurant un jour que sa kefta elle était sèche, je me suis sentie tellement gênée parce que je me dis mais qui je suis moi en fait pour lui dire à lui qui travaille dans sa cuisine depuis autant de temps. Donc j'ai appris ça grâce à Clone, à dire à quelqu'un que sa kefta est sèche.
Et c'était pas mal, hein. Mais revenons en fait sur ce que tu apprends chez Clone. En fait, on va te demander c'est quoi être country manager dans une grosse club comme ça. Mais avant ça, raconte-nous, parce que toi, Julie, on a été voir ta formation. Tu as fait des écoles d'art, une école d'art. J'ai oublié le nom, tu peux me... Saint-Luc. Saint-Luc. A priori, quand on fait Saint-Luc, on n'est pas country manager d'une scale-up française après. Oui. Raconte un peu comment ce trajet... C'est vrai qu'en fait, j'ai eu un parcours scolaire un petit peu atypique dans le sens où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai commencé par les sciences, puis après des sciences, j'ai fait, je ne sais même plus, économie, puis après, j'ai essayé aussi un peu le social. J'ai à chaque fois réussi, mais je n'étais jamais inspirée. Puis je me suis dit, pourquoi pas tester l'art. Donc, du coup, haute école, j'ai fait à Saint-Luc, donc j'ai un bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace, option publicité. J'ai fait des stages non payés pendant 8 mois dans des agences de pub. J'ai pas spécialement aimé l'environnement. Puis j'ai eu des problèmes de santé qui ont dû me faire arrêter pendant plusieurs mois. J'ai 2 prothèses de hanche, juste comme ça aussi je dis. Et du coup, j'ai eu vraiment des problèmes orthopédiques où j'ai dû m'arrêter de force. Quand j'ai voulu revenir sur le marché de l'emploi, il y avait d'autres étudiants qui étaient sortis de l'école, d'autres personnes qui étaient prêtes à travailler gratos. Et je me suis dit, moi, je voudrais commencer peut-être à gagner ma vie. J'ai 22 ans, enfin, tu vois, je veux commencer à gagner ma vie. Ça ne dangerait pas. Et j'ai postulé à un job en B2C, télécommunications, pour être inside sales, la chiante qui appelle les gens chez eux en disant « Oui, bonjour, Julie de Belgacom Proximus, je constate que vous nous avez quittés il y a 5 ans. » Oui, je sais. Et je me demandais la raison de votre départ. Après 2 jours, je me suis fait insulter de salclette. Je n'oublierai jamais cette insulte. C'est encore gentil, salclette. Mais je l'ai pris super mal. Donc, je me rappelle, on avait un petit box chacun. Enfin, c'était des appels à la chaîne. Hein. Donc, c'était de l'outbound, donc des appels sortants, mais qui étaient envoyés automatiquement. Donc, on se tapait 250 appels la journée. C'était vraiment à la chaîne. On avait un petit bip qui nous dit de réveiller pour savoir qu'on allait avoir cet appel-là. Je l'ai pris super personnellement. Donc, j'avais mis des petites photos sur mon petit box. J'ai repris mes petites photos. J'ai fait, à lundi, je me suis dit, je reviens jamais. Je suis rentrée chez moi, parce que bon, c'est ma première paye, donc j'avais pas d'argent, je vivais chez mes parents. J'ai chialé, j'ai pleuré. Je l'ai pris personnellement. Et ma mère, je parle beaucoup de ma mère là, mais elle a un tempérament extrêmement fort. Et elle m'a dit, mais jamais tu vas te laisser faire insulter par des gens. Lundi, tu retournes et tu vas tous les faire signer. Et lundi, je suis retournée, je les ai tous fait signer et j'ai pris beaucoup de plaisir à vendre. J'ai appris, j'ai vraiment appris énormément en B2C. Je pense que c'est une des formations les plus intéressantes qui soit. De se faire raccrocher au nez. Et moi, je suis du genre, si tu me raccroches au nez, je rappelle, je dis oui, on a été coupé, donc je vous disais. Quand on décrochait, parce que parfois, ils ne redécrochaient pas. Hein, et du coup, les gens, ils te raccrochent une fois au nez, ils n'osent plus te raccrocher une deuxième fois. Juste comme ça, vous savez, ils sont un peu gênés parce qu'ils disent, ah mince, nous rappelle, ok. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Oui. Ouais. Donc j'ai monté à mon inside sales, je suis passée manager d'un département télésales, donc qui vendait directement par téléphone et qui faisait les contrats au niveau, vocalement. C'était au tout début de la téléphonie, quand il y avait des frais de résiliation, tout ça. C'était assez sympa. Mais ça, c'est sympa, mais raconte-nous, parce que les gens sont jamais contents de t'entendre. Comment tu disais que c'était sympa d'arriver à convaincre Ah oui, quand quelqu'un, on sentait, il se disait qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis déçue quand j'entends des gens qui m'appellent au téléphone pour me vendre un truc, comme c'est mal fait. Pour avoir fait ce boulot-là, je t'assure, je suis extrêmement critique et je suis très difficile et je suis du genre à dire je suis désolée, j'ai pas le temps et je raccroche, tu vois. Maintenant, je suis ce genre de personne. Mais non, en fait, il y a moyen de bien faire ce métier et d'avoir une très bonne conversion. Mais le problème, c'est que les gens, ils partent directement en se disant quoi qu'il en soit, la personne, je la fais chier, elle ne voudra pas m'écouter et elle va me raccrocher au nez. Et quand tu pars déjà, en effet, en te disant que ça ne va pas le faire, ça ne le fait pas. Et moi, je me disais que j'allais tous les faire signer. Et j'en ai fait signer beaucoup. Tout Warem, s'il nous regarde, vous êtes passé Belgacom Proximus grâce à moi. C'est Julie. donc voilà. Et puis après, j'ai bougé chez Groupon.
Donc même si j'avais eu un poste de manager dans cette société-là, on m'avait proposé d'être la première inside sales de Groupon Belgique. Donc j'ai bougé chez eux. Je me dis ok, je suis manager, mais je m'en fous. Moi, je voulais quelque chose d'international. Groupon, ça m'intéressait énormément. École américaine. Donc c'était aussi Target LV, etc. Ils ne croyaient pas du tout aux inside sales. Ils pensaient que c'était impossible de vendre par téléphone. Mais les States les ont obligés d'avoir des inside sales. C'est comme ça que je suis arrivée. Ils m'avaient donné que des leads de merde. C'était vraiment genre des trucs qui étaient burnés. J'avais des leads je sais pas, moi c'était un vendeur de canne à pêche, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec un vendeur de canne à pêche? Première semaine, je signe le Holy Festival of Color. Je sais pas si vous voyez, c'était à l'époque, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc, gros coup de chance parce qu'en fait, ce lead était passé entre les filets. Et du coup, je suis assez passée rapidement coach, puis Head of Inside Sales pour la Belgique. La petite histoire, c'est que j'avais un boss français qui était cuit en anglais et je devais m'occuper de 5 néerlandophones et 5 francophones. Et je ne parle pas néerlandais, je comprends quand ça m'arrange, mais je le parle vraiment mal. Du coup, le test d'anglais, il m'a juste dit But you speak English. Tu vois, je ne fais même pas l'accent francophone vraiment fort. Et puis, je lui ai juste répondu yes. Et donc, ça a été fait comme ça. Donc, j'ai vraiment dû me débrouiller pour pouvoir me faire comprendre auprès de l'équipe. Et en fait, j'ai fait que lire en anglais tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai, je pense, avoir un très bon niveau d'anglais maintenant. Cool. Et donc là, tu es chez Groupon. J'étais chez Groupon pendant 2 ans. Et puis, c'était sympa, c'était très bien, mais j'étais débauchée sur LinkedIn. J'ai l'air d'être la fille qui dit toujours oui, mais non, j'en refuse beaucoup. Juste pour dire, j'étais débauchée pour travailler chez Resto-In, où je ne me connaissais pas trop dans la food delivery, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, donc c'était il y a 8 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Je me disais peut-être que c'est un truc, tu vois, qui va commencer à exploser tout ça. Visionnaire. Et donc j'ai bougé, et là j'étais Head of Sales chez Resto-In, mais on était 3, j'étais Head of Sales en me comptant moi. Mais c'est un beau titre, on le garde quand même le titre, c'est clair. Ouais, mais je préfère toujours le dire, je ne veux pas faire mousser ou quoi que ça. Et j'ai tout fait, enfin moi j'ai même fait du dispatch pour donner les commandes aux livreurs. Je me suis levée pour aller à 6h du matin déposer des flyers à la gare du Nord, tu vois, pour vraiment avoir des conversions. Donc j'étais extrêmement impliquée et j'ai chassé des partenaires. J'ai signé des chaînes qui m'ont choisi moi et pas Deliveroo, ni Uber Eats, ni aussi Take It Easy à l'époque. Ils m'ont choisi moi parce que j'étais la seule à pas démonter la concurrence. Et c'est vrai que c'était une belle expérience, mais on n'était pas armés pour aller contre un Deliveroo. Contre les géants, voilà. C'était comme si on se battait avec une épée en mousse, mais c'était une extrêmement belle expérience. On a eu de très très beaux partenaires et on a été on a été vendu du coup au groupe La Poste en France, qui a fait un audit interne, qui a décidé de vendre les opérations belges et allemandes à pizza.pe à l'époque, donc à Takeaway, qui est devenu justeattakeaway.com. Et moi, au départ, je me disais que je n'allais pas faire une semaine chez Takeaway, parce que j'avais l'impression de venir un petit peu de l'industrie du luxe de la livraison vers le Lidl de la livraison. Je suis désolée, mais c'était ce que j'avais l'impression que j'avais même postulé chez Uber et Deliveroo en me disant, quitte à être chez un acteur de la livraison, autant que ce soit chez eux. Et en fait, après même pas une semaine, je me suis rendu compte du pouvoir et de la force de frappe de Takeaway. Donc, c'est une société qui était extrêmement intéressante. J'ai beaucoup aimé travailler chez eux. Ça m'a appris, je crois que c'est là où j'ai appris le plus. Dans toute ma carrière. Bon, après 6 ans, c'est normal, c'est là où je suis restée le plus longtemps. Heureusement que j'ai appris beaucoup. Et là, ils m'ont donné la possibilité de monter des opérations sales pour le système logistique de Takeaway. Donc, à la base, takeaway.com, pizza.be, ils étaient connus pour référencer des restaurants qui faisaient eux-mêmes leur propre service de livraison. Et puis, quand ils ont vu Deliveroo, Uber, etc., ils se sont dit peut-être qu'on devrait commencer, nous, à faire de la livraison.
Naïvement, au départ, ils pensaient qu'en faisant la livraison eux-mêmes, ils allaient donner envie aux restaurateurs de faire leur propre livraison par la suite parce qu'ils pouvaient élargir leur périmètre. C'était l'inverse. Ceux qui faisaient leur livraison se sont dit, moi, j'arrête de faire ma livraison. Ouais, J'ai pas envie de m'embêter avec des livreurs, etc. Oui. Et du coup, ils appellent ça Scoober en interne. Donc, moi, j'ai monté l'équipe Sales from scratch pour la Belgique. Puis, on m'a donné la responsabilité du Portugal. Je ne parle pas portugais non plus, mais voilà, pourquoi pas. Ouais. Et ça s'est très, très bien passé. Non pas en volume de commandes, parce qu'il fallait investir pour être face à un Glovo très, très fort. Ouais. Mais en termes de restaurants, on était des outsiders, mais on signait énormément. Et ça, on a ouvert une ville avec 40 restaurants. Ça ne s'était jamais vu dans le groupe. Donc, on m'a proposé de créer un autre département où j'étais responsable de l'expansion pour les ouvertures de villes au niveau logistique, pour les sales, pour l'Europe et Israël. Donc ça, Et c'est marrant, ça, quand même, pour l'Europe et Israël. Comment ça... En fait, oui, c'est vrai que Comment expliquer ça, en fait? Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'aide en plus pour Israël, et qu'à l'époque, avant qu'ils mergent avec Just Eat, Takeaway n'était pas présent en dehors de l'Europe, sauf Israël. Oui, d'accord. Donc ça, c'était, on va dire, les pays legit de... Et tu gérais ça d'ici ou tu devais alors sur place, chaque ville, checker Pas chaque ville, parce qu'il y a eu des centaines de villes ouvertes en 3 ans. Oui. Donc du coup, pas chaque ville, mais j'ai été, oui, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne. J'ai fait quand même pas mal. Mais en fait, moi, ce que je m'occupais, c'était vraiment de regarder avec les équipes opérationnelles le potentiel. Donc moi, je m'occupais du potentiel commercial. Eux, ils regardaient combien ça allait coûter. Moi, je regardais juste le potentiel du nombre de restaurants, la saturation du marché aussi, parce que comme... ils s'occupaient déjà, Takeaway, de la marketplace. Parfois, ils faisaient trop bien leur travail. Donc, tous les restaurants avaient déjà leur propre livreur et on n'avait plus de restaurants qui avaient besoin de livreurs. Donc, ça ne servait à rien de s'implanter. Si tu rajoutais 5 restaurants sur la plateforme, ce n'était pas intéressant. Et du coup, moi, je regardais déjà le potentiel. Sur base du potentiel, après, j'aidais les head of sales pour le recrutement, parce que je pense que j'ai toujours été bonne pour trouver des petites pépites. Et j'ai très, très belles anecdotes de recrutement. Mais du coup, après ça, ils venaient pour leur onboarding à Bruxelles. Et après, moi, je les suivais, je pense, pendant 1 ou 2 mois. Et après, je rendais les clés, on va dire, de la ville au head of sales qui continuait la croissance. Ok. Ce qui est quand même génial avec le métier de sales, quand tu es bon, ce qui est alors de ton cas, c'est que tu peux vraiment monter, quoi. Vu que c'est un métier de résultat. Oui. Commando, tout des résultats, c'est moins tangible. Ici, quand tu cartonnes, ça se voit très vite. Et quand évidemment, t'es bon, mais je veux dire, il y a moyen de. C'est marrant, ton parcours, il est je trouve exemplaire de ça. De nouveau, ça tient beaucoup à toi. Je veux dire, tout le monde n'a pas fait ça. Mais tu as bien travaillé, tu as accès des résultats et tu. J'ai eu la chance aussi d'avoir des mentors qui m'ont fait confiance, qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont proposé ces fonctions-là. Je pense que il n'y a pas forcément ça dans toutes les sociétés ou dans toutes les équipes où il y a cette envie de faire évoluer des gens. Je pense à Antoine Martin chez Groupon, mais aussi à Antonio Baradas chez Takeaway. Bon, il ne parle pas français, mais il entendra quand même son nom peut-être, s'il écoute jusque-là. Mais c'est des gens à qui je dois vraiment mon évolution, qui m'ont fait confiance et qui se sont dit, ouais, elle vient d'études d'art, peut-être que sur papier comme ça, ok, c'est un risque. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait pour être manager, mais après, il y a beaucoup de bons managers qui n'hésitent pas à faire confiance aux gens et à leur donner plus de responsabilités, ce qui a été mon cas. Top. Et ça ressemble à quoi justement maintenant? Tu es country manager de... Enfin, c'est general manager, mais on va dire que c'est du pareil au même. Mais non, mais pour moi, c'est pareil. Non. De la Belgique? De la Belgique, oui, de la Belgique. Ça ressemble à quoi de general manager dans une scale-up comme ça française? Le siège de décision est à Paris. Voilà, raconte-nous un peu comment ça se passe. J'ai la chance d'avoir un des cofondateurs, Alexandre Ragaille, qui est hyper investi. Donc, il se déplace
très très souvent sur Bruxelles. Enfin, là, juste avant, j'étais avec lui, donc je ne vais pas dire qu'il vient toutes les semaines, mais il essaye de venir très régulièrement. Les premiers rendez-vous, il est venu avec moi. Et donc, j'ai été formée directement par un des cofondateurs. Yes. Je vais à Paris, demain, je suis à Paris. Donc, je vais... mon Paris-Bruxelles, c'est 1 heure. Hein, c'est pas super loin. Ouais. Mais du coup, ça se passe bien. Parfois... Il y a eu des moments difficiles, je vais pas le cacher, où parfois il y a des communications qui se font dans un bureau où tu dis « Ah, au fait, ça », et tu te dis peut-être à un general manager qui s'occupe de la France, tu oublies de signaler ça à ceux qui sont en Belgique. Oui. Donc ça, mais bon, qu'on oublie, moi je n'hésite pas à dire « Tu m'as oublié, ne m'oublie pas la prochaine fois ». Donc je l'ai fait hier, au fait, parce que ça saoule en fait. Et j'hésite pas à le dire. Et après, ils s'excusent et ils avouent eux-mêmes que c'est vrai qu'ils ont oublié. Ouais. Donc non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Après, je suis quelqu'un qui aime aussi travailler de manière indépendante. J'aime pas trop le micromanagement. Okay. Je fais pas de micromanagement non plus. Okay. Donc du coup, ça me dérange pas d'avoir un peu de distance, tu vois. C'est toujours un petit peu bien, quoi. Excellent. On arrive sur la fin de l'émission et moi j'ai 2 sujets, mais j'aimerais les faire après la fin officielle de l'émission. Mais dans l'émission quand même, ça veut rien dire ce que je veux dire. Mais... Oui, parce que tu filmeras plus ou tu filmeras? Si, on va filmer encore. Mais j'ai envie maintenant que tu regardes cette caméra et que tu dises aux étudiants d'histoire, pas d'histoire de l'art, mais étudiants d'art de Saint-Luc, étudiants voilà, qui ne se disent c'est pas pour l'entrepreneuriat, je me suis pas lancé, c'est un monde qui m'est complètement différent ou inatteignable. Toi, tu as fait tout à fait un autre parcours. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de se lancer mais qui hésitent encore maintenant? Je pense que peu importe si ça vient à des gens qui ont étudié l'art, toi qui me regardes là, du coup, n'hésite pas parce que tu n'es pas moins capable que quelqu'un d'autre. Ça, je crois que c'est toujours très important de se le dire. Pourquoi on serait moins capable de quelqu'un d'autre de réussir ce qu'on a envie de faire. Donc, de se donner toutes les possibilités d'y arriver, de travailler pour, parce qu'il n'y a rien qui arrive sans travailler. On peut avoir un petit peu de chance, mais ça ne dure pas. Donc, juste reste droit sur ton objectif, donne-toi tous les moyens et d'office, tu pourras y arriver. Allez, c'est beau, c'est le sourire à la fin. Tout ça, c'est une pub pour se lancer, quoi. C'est vraiment noté comme ça. Des sujets dont, évidemment, on parle quand on parle de livraison, mais qui ne sont pas propres à Clone et tout, donc je ne voulais pas associer ça directement. Mais, comment toi, tu as vu qu'à l'époque, quand Take It Easy s'est terminé, il y a eu une très grosse tension, tu vois, oui. Take It Easy restaurant. Comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur du secteur dans lequel tu es? C'était justifié, que tout le monde s'excite là-dessus? Est-ce que c'est... Enfin, j'étais un petit peu mal à l'aise parce qu'en fait, quand Take It Easy a arrêté, je me rappelle que j'ai eu Benjamin qui travaillait chez Restauring qui m'a appelé, il me dit « Vas-y, attaque les restaurants parce que attaque les restaurants ». Oui, c'est ça le monde de la start-up, c'est la concurrence, évidemment. Donc Benjamin Chemla, merci. D'ailleurs, ça c'était aussi un de mes mentors, Benjamin Chemla. Il m'a dit « Vas-y, appelle ». On a été vus comme un peu des vautours. Ouais. Où c'est très très compliqué de les appeler et dire oui, on comprend effectivement, vous avez perdu 20 000 € dans l'histoire. Ouais. Ah, pas facile. Par contre, on vous propose une autre société. C'était un petit peu malvenu, mais en fait, où je crois que ça a été un petit peu, ça a changé le monde un peu de la livraison, en tout cas sur la Belgique, c'est qu'il y avait certains restaurateurs qui avaient fait des clauses d'exclusivité avec Take It Easy et qui du coup, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec non seulement de l'argent qui n'est pas revenu, mais pas d'autres acteurs de la livraison directement qui pouvaient continuer à prendre en charge les commandes qui devaient être passées par les clients qui n'avaient plus la possibilité. Je comprends les restaurateurs qui ont perdu pas mal là-dedans. Maintenant, je pense que Take It Easy n'avait pas pour but d'en arriver là. Non, bien sûr. Oui. Et c'est vrai que j'ai encore eu dernièrement un restaurateur qui m'a dit oui, qui ne nous faisait pas trop confiance, il a signé finalement. Oui, mais tu sais, avec Take It Easy. Et je fais, mais c'était il y a combien de temps Take It Easy Il va me parler de ça. Surtout que, enfin voilà, eux, ils avaient levé 20 millions, si je ne me trompe pas. Ouais, un peu Nous, moins on que ça. On a levé 100 millions. Donc voilà, ça avait quand même une différence. Et comme tu le disais, hein, c'était évidemment hyper compliqué, comme tu l'as dit, pour Restauring aussi à l'époque, de se battre contre Deliveroo. Tu vois, des acteurs qui, quand Take It Easy levait 20 millions, Deliveroo levait 400. Et donc, mais ça c'est
facile de percevoir quand tu es dans le secteur, moins facile quand tu es dedans, et quand tu es le recast, la première fois qu'un acteur faisait défaut, c'était vraiment un... Non, c'était très très compliqué. Je crois qu'il y a eu des restaurateurs qui ont vraiment eu beaucoup de mal. Enfin voilà, toute la food qui était sortie, qu'ils ont dû payer de leur poche, c'est pas tant sur le bénéfice qu'ils n'ont pas touché, mais c'est vraiment sur la perte sèche de la food qui était sortie et qui n'a pas été payée. Mais et si on dit, désolé, hein, peut-être que je dirais n'importe quoi, mais c'est vrai, donc il y a eu une perte sèche à la fin, mais les acteurs comme Take It Easy, Deliveroo, Takeaway et tout amènent beaucoup de business avant. Oui. Et donc si on regarde les choses, évidemment que c'est violent, mais si tu regardes, c'est un argument valable ça ou pas? Pas pour les restaurateurs. Okay. Les restaurateurs, on est sur des gens qui sont entiers, qui ont beaucoup de tempérament généralement, qui peuvent râler beaucoup. Mais qui peuvent aussi être super contents, enfin vraiment des émotions plus dans les extrêmes. Tout le bénéfice qu'il a eu, il a peut-être investi justement dans son restaurant pour que la livraison, elle soit mieux, pour peut-être du meilleur packaging, pour peut-être du nouveau matériel. Donc on n'est pas à même de se dire qu'est-ce qu'il en a fait de ce bénéfice. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup trop de gens dans la restauration qui vivent un petit peu au jour le jour avec la qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent mettre la clé sous la porte dans la restauration parce qu'ils n'arrivent pas à gérer vraiment l'argent qui rentre par rapport à l'argent qui doit sortir. Mais je comprends que ça a été un coup dur. Après, moi, je ne suis pas du tout dans un lynchage de ce qui a pu arriver à Take It Easy. Je trouve ça vraiment dommage. C'est une très, très jolie société. Très très jolie société. D'ailleurs, je regarde toujours le blog de Chloé. Quand elle met des restaurants et tout en avant. Ouais, je suis toujours et parfois je dis tiens, elle a découvert ça, je vais y aller. Donc voilà. Nous on adore les entrepreneurs vu qu'on est très proche d'eux par ailleurs, donc c'est pas du tout du régime, c'est on voulait avoir la vie un peu de quelqu'un et comme parfois on nous reproche d'être trop sympa avec, c'est intéressant de voir les sujets. Le dernier sujet compliqué, désolé, mais de nouveau, on ne reçoit pas beaucoup de gens de la food, donc c'est intéressant de t'avoir ici, mais c'est pas lié à Claude en particulier, c'est le statut des livreurs. Oui. C'est quoi vous, comment vous travaillez, comment vous faites ça? Est-ce que les grands débats ont fait évoluer des pratiques ou pas? Je sais qu'en plus, un des convertisseurs de clones est l'ancien ou actuel de non, Stuart a été revendu aussi à Géo machin, à la Poste. Mais donc voilà, connaître très fort la problématique. Voilà, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi la solution que vous avez apportée quand vous positionnez par rapport à ça? Bon, moi, j'ai travaillé 6 ans chez Takeaway, je le répète encore, mais l'éthique du fondateur Jitse Groen par rapport aux livreurs de chez Takeaway, c'est des livreurs qui sont employés, payés à l'heure. Pas à la commande. Okay. Donc du coup, ça a du positif et du négatif. Ils sont aussi équipés de vélos électriques. Tout leur matériel leur est fourni. Ils ne doivent pas payer pour ça. Oui. Ça leur permet aussi d'avoir une assurance, etc., qui est payée directement par Takeaway. Donc moi, j'ai été de cette école-là. Oui. Donc j'avoue que je trouve ça bien. Maintenant, ça a ses défauts. C'est qu'à partir du moment où pour un service logistique, tu payes les gens à l'heure, tu es parfois short sur tes livreurs sur la route parce que tu les payes à l'heure. Quand tu ouvres une plateforme où tu te dis tous ceux qui veulent travailler peuvent se connecter et avoir des commandes, tu as beaucoup plus de monde pour assurer les commandes et beaucoup plus de rapidité, de flexibilité. Donc il y a du positif et du négatif. Après, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un statut employé. Moi, je connais des gens qui ont été livreurs, que j'ai engagés après dans ma team en tant qu'employés et qui trouvaient un grand intérêt dans des plateformes telles que Deliveroo et Uber Eats ou même Uber les taxis, où eux, ils veulent se connecter quand ils veulent travailler. Ils ne veulent pas avoir un horaire fixe ou quoi que ce soit. Et c'est eux qui décident de quand ils veulent faire des courses. Donc, je dirais qu'il y a du positif et du négatif dans les deux modèles. Il y a la possibilité aux livreurs d'aller chez Takeaway et inversement d'aller chez Deliveroo et Uber si c'est ce qu'ils recherchent. Donc je ne suis pas du tout dans des phrases fortes comme les gens peuvent dire d'esclavagisme moderne, pas du tout. Je pense que c'est du travail pour plus de gens. Donc c'est mieux de faire travailler les gens. Oui, le gros argument auquel moi je souscrivais, de nouveau à l'époque, Adrien faisait tout dire ok, mais on a 30% de chômeurs chez les jeunes à Bruxelles, on monte à 40, on monte à 50, c'est du travail, c'est quelque chose, et donc
c'est évidemment un dossier compliqué, surtout en Belgique où on vient d'une posture où l'indépendant bof, flexibilité très très bof, ça vient maintenant. Mais donc, cool. Merci beaucoup pour cette émission. Merci, avec plaisir. Surtout la petite histoire, c'est que tu pensais aller venir à une émission beaucoup mieux chez nous aussi qui s'appelle Girl Squad. Qui sera invité bientôt. Mais on souhaite évidemment une longue vie à Clone et surtout à ton activité chez Clone. On souhaite évidemment, Julien, là je pense être d'accord que les mitraillettes sortent bientôt. Hein, dès que ça sort, tu nous dis. Je vous l'envoie directement au bureau. Oh là là, ça c'est vraiment incroyable. 5 étoiles. C'était pas pour gratter, on aurait commandé de toute façon. Mais attends, on aurait fait des reviews chacun parce qu'on est vraiment, je pense qu'on peut le dire, des spécialistes ici. Hein. Clairement. On est des spécialistes. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi l'émission, d'écouter le podcast. Vous mettez des étoiles, vous nous mettez en commentaire. C'est quoi votre plat évident préféré sur les plateformes? Est-ce que vous avez déjà goûté les marques de Clone? Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À plus. Ciao. Julie. Et merci évidemment. Topless. Topless, j'avais oublié ce nom qui est pourtant un nom iconique qu'on ne devrait pas oublier. Non, on ne peut pas l'oublier.